Au siècle de la révolution industrielle, pour le grand public, la physique, la chimie, la mécanique semblaient produire miracle sur miracle. Comparé au chemin de fer ou à la fée électricité, les mathématiques, il faut bien le reconnaître, faisaient plutôt pâle figure. Non pas par manque de résultats, bien sûr, mais l'avalanche de théorèmes produits jour après jour par Cauchy et les autres ne sortait pas vraiment de l'enceinte de l'Académie. Pourtant, un exploit mathématique a été largement diffusé dans la presse et a suscité l'étonnement et l'admiration des foules. La découverte de Neptune. Écoutez François Arago, il est directeur de l'Observatoire de Paris et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Nous sommes le 5 octobre 1846. Monsieur Leverrier a aperçu le nouvel astre sans avoir besoin de jeter un seul regard vers le ciel. Il l'a vu au bout de sa plume. Il a déterminé par la seule puissance du calcul la place et la grandeur d'un corps situé bien au-delà des limites jusqu'ici connues de notre système planétaire, d'un corps dont la distance au Soleil surpasse 1200 millions de lieues, et qui, dans nos plus puissantes lunettes, offre à peine un disque sensible. Enfin, la découverte de M. Leverrier est une des plus brillantes manifestations de l'exactitude des systèmes astronomiques modernes. Imaginez donc, une nouvelle planète a été découverte, et plus impressionnante encore, elle a été mathématiquement calculée avant d'être observée. Et cela justifie les qualificatifs les plus dithyrambiques. Dans son enthousiasme, Arago n'hésite pas à rebaptiser le système solaire. La nouvelle planète portera le nom de celui qui était à l'autre bout de la plume, Leverrier. Se préoccupe-t-on de quelques réformes que ma résolution semblerait entraîner? Eh bien, qu'à cela ne tienne. Herschel détrônera Uranus. Le nom d'Olbers se substituera à celui de Junon, etc. Il n'est jamais trop tard pour mettre en lambeaux les langes de la routine. Je prends l'engagement de ne jamais appeler la nouvelle planète que du nom de planète de Leverrier. Je croirais ainsi donner une preuve irrécusable de mon amour des sciences et suivre les inspirations d'un légitime sentiment de nationalité. Celui qui parle, le voici. François Arago est au sommet d'une carrière commencée très tôt par des aventures rocambolesques que je vous raconte ailleurs. C'est à la fois un scientifique reconnu et un homme politique célèbre, engagé dans le camp républicain. Ses adversaires redoutent ses envolées lyriques à la Chambre des députés. Écoutez la description admirative d'Alexandre Dumas. À la vérité, il est impossible d'être plus pittoresque, plus grand, plus beau même, que ne l'est François Arago à la tribune, quand une véritable passion l'emporte, qu'il relève la tête en secouant ses cheveux noirs de 1830 ou ses cheveux gris de 1848, qu'il attaque les violateurs de la charte royaliste ou défende la constitution républicaine. C'est toujours le même éloquent orateur, parce que c'est toujours le même poète inspiré, le même législateur convaincu. C'est qu'Arago est non seulement la science, mais encore la conscience, non seulement le génie, mais encore la probité. Vous comprenez à quel point Leverrier peut se fier à un tel homme pour organiser sa propagande. Regardez-le se pavaner sur ce portrait contemporain de son exploit. Au-dessus du médaillon, vous voyez deux L barrées qui encadrent le portrait. C'est le nouveau symbole de la planète qui porte désormais son nom. Et on aurait voulu qu'il garde la tête froide. Quelques semaines après l'annonce d'Arago, le Bureau des longitudes publie comme chaque année son volume de calcul prédictif. La page des symboles utilisés dans le livre contient déjà un nouveau signe, celui de la planète, le Verrier. Ah tiens,
La planète Uranus a bien un H pour symbole, mais elle ne porte pas le nom d'Herschel. Pourtant, c'est bien William Herschel qui l'a observé le premier, ou plutôt qu'il l'a reconnu le premier, parce que d'autres avaient observé ce même objet dans le ciel, mais sans l'identifier comme une planète. Voici Uranus découvert par Herschel. Par rapport aux étoiles, une planète apparaît au télescope non comme un point, mais comme un rond. Surtout, elle se déplace de jour en jour. D'ailleurs, il semble que Galilée en 1613 et Lalande en 1795 avaient déjà vu la planète de Leverrier, mais ils avaient mis le déplacement observé sur le compte de l'imprécision des observations. Herschel était un Allemand, immigré en Angleterre. Voici le télescope avec lequel il a découvert Uranus. L'exploit lui avait valu immédiatement considération et reconnaissance. Le roi George III, féru d'astronomie, avait aussitôt débloqué des crédits conséquents pour la construction d'un télescope beaucoup plus impressionnant. Mais revenons à Uranus. Dans ses principes mathématiques de la philosophie naturelle, Newton avait tracé un programme de travail grandiose pour ses successeurs. En affirmant l'universalité du principe de la gravitation, il s'était montré tout à fait conscient du fait que sa solution explicite pour le cas de deux corps célestes s'attirant mutuellement ne pouvait pas s'étendre à trois corps ou plus. Il avait alors tracé les grandes lignes d'une méthode d'approximation permettant de calculer des solutions dans le cas de trois corps. Et c'est ce que l'on appelle la théorie des perturbations. Par exemple, la comète de Halley, qui décrit une ellipse autour du Soleil en 76 ans à peu près, voit sa trajectoire perturbée par l'attraction de Saturne et de Jupiter. Calculer ces perturbations avait permis à Clairaut de prédire son retour pour mars 1759. Un exploit astronomique retentissant qui avait conforté la théorie de Newton. Parmi les héritiers de Newton, Laplace est celui qui a poussé le plus loin les calculs dans chacune des régions du système solaire connu alors. Son monumental traité de mécanique céleste comporte 5 tomes sur presque 2000 pages. Et bien entendu, Laplace a utilisé toutes les observations disponibles sur la planète Uranus, découverte une vingtaine d'années auparavant. Et dans le tome 3, les caractéristiques d'Uranus et de sa trajectoire sont calculées, et les perturbations dues à l'attraction de Saturne et Jupiter sont prises en compte. Oui, mais voilà, quelque chose ne va pas. La théorie de Laplace ne cadre plus avec les nouvelles observations qui s'accumulent depuis le début du XIXe siècle. Les différences entre la trajectoire observée et la trajectoire prédite sont faibles, certes, mais systématiques. Comprendre ces différences devient le problème en vogue. Pas seulement en France, en Angleterre et en Allemagne, les astronomes les plus en vue s'interrogent. Y aurait-il des exceptions à la théorie de Newton? Est-ce qu'elle serait moins précise quand on s'éloigne du Soleil? En Allemagne, Bessel est le meilleur astronome du moment. Il a supervisé la construction de l'observatoire qu'il dirige à Königsberg. Il organise l'astronomie allemande sur des bases modernes et impulse en particulier la cartographie systématique du ciel qui sera si utile à la découverte de Neptune. À propos des perturbations d'Uranus, il dit: je pense qu'un moment viendra où la solution du mystère d'Uranus sera peut-être bien fournie par une nouvelle planète, dont les éléments seraient reconnus par son action sur Uranus et vérifiés par celle qu'elle exerce sur Saturne. Son intuition était la bonne. Oh, il ne s'agit pas de minimiser l'exploit de Leverrier. Entre l'intuition et le résultat explicite, il y avait des milliers de lignes de calcul,
Juste pour vous en donner une idée, voici 2 pages du mémoire que Leverrier publie en 1846 dans La connaissance des temps. Elles contiennent 29 des 33 équations d'un des systèmes que Leverrier a résolus. Oh, il n'a pas introduit de mathématiques révolutionnaires. Sa technique la plus avancée est la méthode des moindres carrés. Et encore, écoutez-le se plaindre. L'emploi de cette méthode est, dans le cas actuel, tellement long et pénible que je ne me suis décidé à en faire usage qu'après m'être convaincu qu'aucune marche plus simple ne conduirait à un résultat satisfaisant. Mais à force de ténacité, le succès est au rendez-vous. Le 1er juin, puis le 31 août, il communique à l'Académie les coordonnées qu'il a trouvées, espérant une réaction de l'Observatoire de Paris. Et comme au bout de 3 semaines, rien n'a bougé, il s'adresse à un astronome de Berlin, Johann Galle. Celui-ci dispose de nouvelles cartes du ciel auxquelles il peut comparer ce qu'il voit. Il ne met que quelques heures à trouver la planète à l'endroit indiqué par Leverrier. Voici sa lettre, datée du 25 septembre. Monsieur, la planète dont vous avez signalé la position existe réellement. Le même jour où j'ai reçu votre lettre, je trouvais une étoile de 8e grandeur qui n'était pas inscrite dans l'excellente carte Aura 21, dessinée par monsieur le docteur Brémiker, de la collection des cartes célestes publiée par l'Académie royale de Berlin. L'observation du jour suivant décida que c'était la planète cherchée. La voici, la planète Neptune, photographiée par la sonde Voyageur 2. Oh, elle n'est pas apparue aussi nettement à Galle, mais pour autant, il n'avait aucun doute. Leverrier compare les positions précises relevées par Galle à Berlin avec ses propres calculs. La différence est de 52 minutes d'angle, moins de 1 degré. Il peut être fier de son exploit. Arago, tout à sa joie d'encenser son jeune collègue, passe pudiquement sous silence les raisons pour lesquelles Gall, à Berlin, a trouvé aussi vite ce que l'Observatoire de Paris, qu'il dirige, était bien incapable de chercher. Il aurait surtout bien aimé passer sous silence les informations qui lui parviennent de Londres. Quelques mois avant Leverrier, un jeune Anglais, John Adams, avait fait le même raisonnement et les mêmes calculs pour en arriver sensiblement à la même conclusion. Il en avait averti l'astronome royal en chef, le directeur de l'observatoire de Greenwich, George Airy. Airy semble n'avoir pas saisi la portée de la découverte. Il avait demandé des éclaircissements prouvant qu'il ne comprenait pas bien le problème. Il finit tout de même par charger un des observateurs de Greenwich, James Chalice, d'une recherche qui ne débouche pas. Après les effets de manche d'Arago à l'Académie le 5 octobre, les Anglais s'émeuvent. Ils applaudissent sportivement l'exploit de Leverrier, mais suggèrent tout de même que l'antériorité d'Airy sur les calculs théoriques soit reconnue. Pour appuyer la requête, John Herschel écrit directement à Arago. C'est le fils du découvreur d'Uranus, lui-même astronome de talent. 2 semaines plus tard, Arago lit devant l'Académie les lettres qu'il a reçues de Londres. Il s'arrange avec son éloquence habituelle pour ridiculiser les prétentions des défenseurs d'Adams. Monsieur Adams n'a le droit de figurer dans l'histoire de la découverte de la planète Leverrier, ni par une citation détaillée, ni même par la plus légère allusion. Aux yeux de tout homme impartial, cette découverte restera un des plus magnifiques triomphes des théories astronomiques, une des gloires de l'Académie, un des plus beaux titres de notre pays à la reconnaissance et à l'admiration de la postérité. Circulez, il n'y a rien à voir,
et vive la France. Pour imaginer dans quel état d'esprit pouvait se trouver Herschel, vous devez savoir qu'Arago n'en était pas à son coup d'essai. Presque 8 ans auparavant, il célébrait à l'Académie une autre invention française phénoménale, celle de la photographie. Il semble donc indispensable que le gouvernement dédommage directement M. Daguerre et que la France ensuite dote noblement le monde entier d'une découverte qui peut tant contribuer au progrès des arts et des sciences. M. Arago annonce qu'il adressera à ce sujet une demande au ministère ou aux chambres, etc. Et bien entendu, Arago avait obtenu gain de cause. Daguerre et le fils de Niepce avaient reçu une somme confortable, et la France avait doté noblement le monde entier d'une invention géniale, qui avait été développée indépendamment par plusieurs Anglais, dont le même John Herschel. Dans cet article de 1840, il retrace l'historique des différents procédés chimiques de fixation des images, parmi lesquels le sien, celui de Daguerre et celui de William Talbot. Talbot sera l'auteur du tout premier livre illustré par des photographies, le Crayon de la nature. Mais rien n'y fera. Par décret d'Arago, la photographie, comme la planète Neptune, sont et resteront à jamais des découvertes françaises. Vous voyez ici deux caricatures de Cham ridiculisant les prétentions d'Adams. Dans le dessin de gauche, Adams cherche, à l'envers, la planète de Leverrier. Dans celui de droite, Adams découvre la planète dans le rapport de Leverrier. Cham est un dessinateur très en vue à l'époque, et ce n'est pas la seule caricature anglophobe qu'il ait produite. Globalement, la presse de l'époque, si elle donne un large écho à l'exploit de Leverrier, a plutôt tendance à passer sous silence à la fois la première observation allemande et l'antériorité du calcul anglais. Voyez cette autre caricature de Cham. Ne retrouvant pas sa planète, M. Leverrier se décide à coller à sa place dans le firmament un calcul qui prouve son existence. Et encore celle-ci. M. Leverrier retrouve enfin sa planète, mais au moment où elle va être dévorée par la grande ours. Le grand journal satirique de l'époque est le Charivari. Pour vous donner une idée du ton, voici le début de l'article du 10 octobre 1846, intitulé « Nous avons une planète ». Il y a 2 ans, peut-être 2 ans et demi, qu'un savant français s'écria en plein institut « Je parie qu'en cherchant bien, on découvrirait une planète à tel endroit du ciel, telle rue, tel numéro. Elle est située à 80 milliards de lieues du Soleil, et elle est 733 fois et quart plus grosse que le diamètre de la Terre. » Les caricatures n'y feront rien. Leverrier, comme Arago d'ailleurs, font partie de ces savants que l'imagerie populaire, des vignettes du bouillon Liebig à celle du chocolat Louis, a porté au panthéon de la science nationale. Ont été oubliés au passage l'impuissance d'Arago à moderniser l'astronomie française, comme le despotisme de Leverrier quand il a pris la direction de l'observatoire à la mort d'Arago. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler des querelles de Leverrier avec Édouard Lucas ou Camille Flammarion. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, voici 2 appréciations plutôt modérées. La première provient de l'éloge historique prononcé par Joseph Bertrand. Lors même que l'éclat encore récent de son succès, l'élévation de ses vues, la grandeur de ses projets et sa renommée toujours croissante eussent affermi son autorité en imposant à tous la déférence au moins, à défaut de la sympathie, Leverrier n'aurait eu ni le goût d'enseigner, ni la patience d'instruire,
ni le don de communiquer son zèle, ni le talent de concilier les esprits, ni l'art de diriger sans contraindre. La seconde appréciation est encore plus précise. Elle provient du biographe de Charles-Eugène Delaunay, un des principaux adversaires de Leverrier. Monsieur Leverrier, dont le mérite comme astronome n'a jamais été contesté par personne, paraissait être animé, pour ses jeunes confrères, de sentiments peu bienveillants. Le ciel était sa propriété exclusive, et nul n'avait le droit de s'en occuper sans son assentiment ou sans son ordre. Il semblait enfin ne voir dans chaque astronome qu'un rival jaloux de sa gloire et prêt à la lui disputer. Bref, ces querelles de personnes n'ont pas beaucoup d'intérêt. Tenez, pour changer de sujet, 2 pages après l'article dont je vous parlais tout à l'heure, le Charivari du 10 octobre 1846 publiait le dessin suivant. Dans la série Les bonnes têtes musicales, le dessin a pour légende étude consciencieuse sur de nouveaux instruments de M. Sax. Eh oui, encore une magnifique invention brevetée à Paris. Le saxophone. Sauf que l'inventeur, Adolphe Sax, n'était pas français, il était belge. Curieusement, Arago n'a pas exigé que la France dote noblement le monde entier du saxophone, qui n'avait d'ailleurs pas besoin de son aide pour être diffusé. D'ailleurs, que je sache, personne n'a jamais contesté la paternité d'Adolphe Sax sur son instrument. Il faut dire qu'en l'appelant saxophone, il avait trouvé un bon moyen d'affirmer ses droits. Finalement, Arago savait ce qu'il faisait en baptisant Leverrier la nouvelle planète. Alors un conseil, pour le prochain fil à couper le beurre que vous inventerez, ne vous trompez pas de nom.